Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Bavrez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Il faut qu'on parle de l'Iran. Je me demande combien de temps on va enchaîner comme ça les séquences d'apaisement et de tension sur l'Iran. Et hier, on avait le pétrole qui perdait 5% parce que Trump avait évoqué la dernière phase des négociations avec l'Iran pour trouver une solution au conflit au Moyen-Orient. Quelques heures auparavant, il disait qu'il n'était pas pressé, trouver un accord. Combien de temps ça va durer et combien de temps ça peut tenir? C'est un pas en avant, un pas en arrière. Alors ça va durer malheureusement longtemps puisque les États-Unis, le président des États-Unis, Donald Trump, se trouve dans une impasse complète avec le calendrier politique, le 250e anniversaire de l'indépendance, les midterms. L'option militaire reste pour l'instant très très difficile et compliquée. Par ailleurs, d'un point de vue opérationnel, elle est compliquée parce que Hormuz, c'est plus de 1000 km de long et c'est un terrain qui est extrêmement hostile. Et les Iraniens ont très bien compris que le temps jouait pour eux. Et donc, ils font de la négociation à l'iranienne, c'est-à-dire et ils ont très bien compris que le temps jouait contre la partie d'en face. Donc, ce à quoi on est rendu aujourd'hui, c'est-à-dire, premièrement, l'arsenal militaire iranien reste bien supérieur à ce qu'on pensait. Il y a 60 à 70% des missiles et les usines de fabrication de drones qui sont enterrées fonctionnent de nouveau à plein. Deuxièmement, les Iraniens ont réalisé qu'avec Hormuz, j'allais dire... Ils ont un levier. C'est plus efficace encore que l'arme atomique parce que là, on prend en otage l'ensemble de l'économie mondiale. Donc, comme vous l'avez vu aujourd'hui, en fait... certains bateaux passent, mais en acquittant un péage. Donc, derrière, 26 bateaux retraversés le détroit d'Ormuz. Et derrière ce qui se passe, comme vous savez, il y a 14 détroits ou passages clés pour le trafic maritime mondial, qui fait donc 90% des échanges en volume. Il y en a 2 qui sont payants, qui sont les 2 passages artificiels, Panama et Suez. Et les Iraniens sont en train d'installer un péage, d'expliquer que Hormuz, c'est comme Panama ou Suez, et ça revient, j'allais dire, sur tout ce qui a été non seulement le droit de la mer, mais le droit international. Le droit international, il a commencé avec le droit de la mer au XVIIe siècle, et il y avait déjà eu une controverse. À l'époque, c'était les Néerlandais, avec Grotius, qui était l'avocat de la Compagnie des Indes néerlandaise, et qui avait plaidé pour la liberté des mers. En Asie contre les Anglais et contre les Portugais. C'était les Anglais à l'époque qui avaient défendu une doctrine de l'appropriation des mers parce qu'ils étaient la puissance militaire dominante sur la mer. Et puis ensuite, les Anglais se sont aperçus qu'il valait mieux défendre la liberté des mers. Mais c'est vrai que si on laisse faire ça, on aura le même problème sur Malacca et le trafic maritime mondial. Et c'est un moyen de pression pour l'Iran. Ils souhaitent vraiment avoir le contrôle sur tout ce qui passe en mer, dans le détroit d'Ormuz. On parle des câbles... Je crois que c'est un vrai changement de cette guerre, c'est qu'ils ont réalisé la puissance de l'instrument qu'ils avaient. Et c'est vrai que le temps de construire, alors maintenant l'Arabie Saoudite, tout le monde est en train d'essayer de trouver des alternatives terrestres, dont certaines d'ailleurs ne seront pas si simples, notamment celles qui passent par la Turquie. Mais de toute manière, ça suppose plusieurs années. Un oléoduc, un gazoduc, ça se construit pas en quelques jours ou en quelques semaines. Donc ça, c'est la réalité. Et donc Hormuz, c'est 20% du pétrole, mais c'est aussi l'aluminium, l'hélium, les engrais. Donc je crois qu'il faut retenir et écouter ce que disent ceux qui sont, j'allais dire, à la fois les acteurs les plus importants et ceux qui sont en première ligne. Le président d'Aramco vient d'expliquer que pour lui, donc, il va manquer cette année, il y aura un déséquilibre entre l'offre et la demande sur le pétrole, donc un excès de demande, une pénurie d'offres d'au moins 1,8 milliard de barils, et que même si Hormuz rouvrait demain, les problèmes vont durer au moins jusqu'en 2027. Donc, ça serait le meilleur des cas déjà si Hormuz rouvrait demain. On n'en est même pas là. On n'en est pas du tout là. C'est-à-dire que des bateaux passent, mais avec péage. Et par ailleurs, l'Iran va conserver le contrôle du détroit d'Ormuz. L'Iran va essayer maintenant on voit qu'il y a une vraie tentative d'installer un nouveau modèle. D'ailleurs, il parle de partager les recettes avec Oman.
ça participe de la dédollarisation, puisque évidemment, on ne paye ni en dollars ni en euros, mais on paye soit en renminbi chinois, soit en crypto-monnaie. Donc derrière, si vous voulez, ce qui est en train de se passer, c'est des choses très structurelles. Et donc en tout cas, pour Trump, Trump, il est plus pressé par le temps que les Iraniens. Oui. Donc, alors, ensuite, comment il sort par le haut, Trump? Encore une fois, parce qu'on va entamer le 4e mois de cette guerre. Les conséquences pour l'économie mondiale, ça veut dire que, même s'il y a ce yo-yo avec les tweets de Trump, ça veut dire qu'on est durablement au-dessus de $100 pour le baril. Ça veut dire récession pour l'économie mondiale, récession pour l'économie américaine, 6% d'inflation dans le monde, plus de 4% aux États-Unis. Donc, on parlera ensuite de la France et de l'Europe, mais donc c'est vrai que ce contexte va être extrêmement critique. C'est d'ailleurs pour ça que Trump, malheureusement aidé par la Cour suprême, accélère le redécoupage des circonscriptions électorales pour les midterms. Mais je pense qu'il va y avoir, à mon avis, un mouvement tellement puissant dans l'opinion américaine que les républicains vont quand même passer un moment très compliqué, ce qui posera un problème pour la démocratie, puisqu'ensuite, nul ne sait si Donald Trump acceptera ou non le résultat des midterms. On sait qu'il refuse toujours encore aujourd'hui celui de l'élection présidentielle de 2020, donc on verra ce qu'il fait avec les midterms. Et donc pas d'accord, encore une fois, donc Trump va naviguer à vue. Il sait où il va ou il navigue à vue lui-même? Non, je ne pense pas du tout qu'il sache où il va. Et d'ailleurs, il multiplie un certain nombre de choses dont on sait qu'elles sont fausses. Les militaires américains ont clairement dit qu'il n'y avait pas de plan de frappe de l'Iran ces jours derniers, contrairement à ce qu'il a dit. Les États du Golfe ont dit qu'ils n'avaient nullement demandé à ce qu'on arrête cette opération, et pour cause, puisqu'elle n'a jamais existé. Donc, si vous voulez, ce qui est le plus inquiétant à long terme pour non seulement la France, l'Europe, les États-Unis, la démocratie, c'est que là, il y a un degré de décrédibilisation des États-Unis, de leurs institutions, du président des États-Unis, qui va laisser des traces extrêmement durables. Dans un mois, on se reparle dans un mois, j'espère, ou dans 2 mois, on sera au même niveau. On sera toujours avec des tweets. Un coup, on est sur le bord de trouver un accord. Un coup, je vais peut-être aller bombarder un petit peu. Je pense qu'il y a une très forte probabilité parce que mais le pétrole sera peut-être pas à 100 ou 110 $. Il sera peut-être plus haut à ce moment-là. Et le pétrole, j'insiste, le pétrole, il est déjà plus haut dans beaucoup d'endroits. À Singapour, il est à 150 $. Donc, l'autre effet qui va se passer sur le pétrole, c'est que pourquoi est-ce qu'on a une hausse limitée à 40% jusqu'à présent? À cause de la mobilisation des stocks stratégiques. Qui a des stocks stratégiques? La Chine, 200 jours, les États-Unis, l'Europe. Donc, ces grands blocs ont pu limiter la hausse. Mais et ceux qui, en revanche, n'avaient pas de stock, l'Inde, par exemple, souffre énormément. Les grands émergents consommateurs et non producteurs souffrent énormément. Souffrent de pénurie. De pénurie et puis de coûts qui ont augmenté considérablement. Si vous avez regardé par exemple l'Inde, la bourse de New Delhi est en train de chuter très fortement parce qu'il y a un problème énergétique majeur. Modi a dû demander aux Indiens d'essayer de limiter au maximum leur consommation. Et c'est vrai aussi pour les entreprises indiennes. Mais nos stocks, en fait, sont en train de se tarir. Donc, ce qui veut dire que... Donc, le statu quo, à mesure que le statu quo se poursuit, le prix du pétrole sera amené, pour le coup, parce qu'on va taper dans... À partir de l'été, on va avoir 2 effets. Un effet prix, et il n'est pas impensable du tout que, effectivement, le baril tende vers 150 $. Et l'autre effet, c'est les effets de pénurie. Pour l'instant, c'est la même chose, ils sont en Asie. Mais à partir de l'été, ça va rattraper l'Europe. On voit aujourd'hui... l'Asie a déjà un problème de kérosène et ce problème de kérosène, il va arriver en Europe à partir de l'été. Vous ne croyez pas à un accord entre Américains et Iraniens? Sur quoi ils peuvent s'entendre? À minima pour que Trump sorte de ce bourbier dans lequel il crois que les options sont malheureusement... Le problème de l'accord, c'est que l'accord, il existait. C'était l'accord sur le nucléaire de 2015.
d'Obama que Trump a cassé. Et aujourd'hui, on est incapable d'obtenir l'équivalent. Et à l'inverse, je pense que l'option militaire, elle est gelée jusqu'au midterm, mais qu'elle risque potentiellement de réapparaître après s'il n'y a pas d'accord, parce que ça. Même après les midterms, si Hormuz est encore fermé, mais dans quel état sera l'économie mondiale, hein? Elle sera, alors comme on dit, c'est plus entièrement fermé puisque les Iraniens gagnent leur vie avec les péages sur les bateaux. Ce qui est vrai aussi, c'est que les Iraniens ont quand même un problème intérieur, c'est-à-dire qu'on a rappelé qu'en matière d'armement, ils ont réussi à garder des capacités importantes. En revanche, la population, elle a beau être résiliente et malheureusement avoir été extrêmement maltraitée pendant un demi-siècle, avoir des capacités de résistance et de survie exceptionnelles. La vie en Iran, et c'est vrai que les Iraniens, la population iranienne fait partie des principales victimes de ce conflit. Et même pour un régime terroriste dont on voit qu'il continue à opprimer sa population, à multiplier les exécutions capitales, etc., il y a des limites aussi qu'on peut rencontrer. Ce qu'on avait vu en Chine à la fin de la Covid, où les Chinois se sont révoltés contre les mesures Covid, et même une dictature aussi impitoyable que celle de Xi a dû céder. Donc personne ne sait aujourd'hui, parce que c'est complètement opaque, ce qui se passe vraiment en Iran, et puis c'est un pays immense, mais il est certain que il y a quand même de ce côté-là aussi des limites à ce que même un régime terroriste comme la République islamique peut infliger à sa population. Donc le plus pressé des deux pour signer un accord, ça serait plus Donald Trump. Et en même temps, aucun des deux belligérants n'a intérêt à ce que le conflit s'éternise non plus. Les Iraniens, aujourd'hui tels qu'ils sont, ils ont compris que le temps joue pour eux. Non, il y a une asymétrie. Pour l'instant, c'est ce qu'on a dit, hein, ça ne veut pas dire que la situation est simple, mais le régime, si on regarde ce qu'on rappelait, hein, le but c'était d'abattre ce régime. Ce régime, il s'est maintenu d'une certaine manière. Il y a eu un changement à l'intérieur, mais il est presque pire qu'avant, puisque maintenant les gardiens de la Révolution sont clairement le cœur du régime. Et ils ont gardé leurs infrastructures, ils ont gardé leur capacité à opprimer la population, et on voit que le moindre mouvement est immédiatement réprimé, et puis le régime fait des manifestations pro-régime pour même écraser, même avec les images, tout ce qui pourrait le contester. Ils ont gardé leurs 440 kilos d'uranium enrichi pour faire, ça permet de faire 12 bombes atomiques. C'est sans doute enfoui quelque part dans la montagne iranienne, mais en tout cas pour l'instant, c'est toujours en Iran. Leur stock de missiles reste à 60-70%, et ils sont en train de refabriquer des drones à tour de bras. Par ailleurs, ce que je disais, avec le modèle Hormuz, je pense que ils sont en train... La situation est plus favorable pour eux aujourd'hui qu'elle ne l'était avant le 28 février. Alors, il y a beaucoup de destruction, mais par certains côtés, le régime est durci, et il a fait la preuve quand même devant le monde entier de sa capacité à résister aux deux meilleures armées du monde, en tout cas d'un point de vue technologique, les États-Unis et Israël. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que pour les dirigeants iraniens, le fait d'humilier les États-Unis, de nouveau, c'est en soi un objectif. Et que pour ça, ils sont prêts à accepter beaucoup de... Donc le plus probable pour cette issue, sur l'issue, encore une fois, du conflit? Ce qui est certain... Parce que mois après mois, on répète à peu près la même chose, j'ai le sentiment. Oui. Non, mais la leçon, c'est que, alors même que nos dirigeants n'osent pas utiliser le mot de choc pétrolier, ce qu'a dit le patron de l'Association internationale pour l'énergie, c'est la crise énergétique la plus grave, et c'est 73 plus 79 plus 2022. En cumulé. Donc, et c'est ce qu'a dit le patron d'Aramco. Donc pour nous, la chose qui est très importante, c'est de bien comprendre que cette crise, c'est une crise majeure et qui va durer dans le temps. Mais le ministre de l'économie, il a dit que l'économie française résiste. C'est complètement faux.
parce que l'économie française, elle a une particularité, c'est que c'est la seule qui prend le choc pétrolier alors qu'elle était à l'arrêt. Il n'y a pas de croissance au premier trimestre, tous les moteurs. Le choc pétrolier arrive sur une économie où la consommation a baissé de 0,1, l'investissement de 0,4, les exportations de 0,7. Il n'y a que les stocks qui ont maintenu, vaille que vaille, qui ont fait qu'on est à zéro. Donc, on a un record de faillite, on détruit 20 000 emplois par trimestre. Donc, la situation de l'économie française, elle est extrêmement inquiétante. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se retrouver avec une croissance peut-être un peu supérieure à zéro, mais voire une récession n'est pas du tout exclue. On a une inflation qui va aller au-dessus de 3, on a un chômage qui va aller vers 9, on a des finances publiques qui vont se dégrader très rapidement avec l'inflation, mais aussi avec la montée des taux. J'appelle votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, il y a une vraie tension. Il y a 4 pays qui sont sous tension. Royaume-Uni. États-Unis. Ouais. Royaume-Uni, France et Italie. Et Royaume-Uni et France sont pour l'instant les deux plus exposés. Quand on a une dette de 3 500 milliards sur lequel on a des taux qui approchent 4%, alors c'est pire au Royaume-Uni où ils sont à 5,1%, mais la situation est très dégradée. Et donc, le fait d'avoir en face des mesurettes, c'est complètement décalé. Là, il y a un vrai problème structurel sur l'économie française. Et si on ne le traite pas, c'est une économie qui était déjà très fragile et qui est vraiment en risque de désintégration. Donc, ça rappelle, si vous voulez, un peu la drôle de guerre de 1939 où tout va très bien, Madame la Marquise. Aujourd'hui, c'est la drôle de crise, c'est-à-dire qu'on a l'impression que pour les dirigeants français, en réalité, la crise n'existe pas. Leur seul problème, c'est le pétrole à la pompe. Alors, évidemment que c'est un problème. Là encore, pour voir la violence du choc sur la consommation, comme vous savez, la consommation de carburant a diminué de 30% pendant les 10 premiers jours de mai. Oui. Or, hors période de Covid, on n'a jamais vu une chose pareille. Donc la pression, et si vous voulez, les Français, eux, ont compris la gravité de la crise, mais pas leurs dirigeants. Et c'est là-dessus qu'on a un énorme problème. C'est pas seulement un choc pétrolier, hein, c'est une crise énergétique majeure, plus une menace de désintégration de beaucoup de filières de production, avec le transport, le tourisme pour nous qui est quand même extrêmement important, avec tout ce qui est l'agriculture avec les engrais, les composants avec l'hélium et l'aluminium, tout ce qui est fabrication aéronautique. Donc c'est assez stupéfiant de voir l'inertie complète de la politique économique de la France. Avec une élection présidentielle qui arrive quand même, qui va arriver. Et pour l'élection présidentielle, comme vous savez, ça va impacter. Si vous voulez, de même que les midterms aux États-Unis vont être évidemment impactés par ce qui se passe, l'élection présidentielle française, elle va être télescopée par ce choc d'une manière extrêmement grave. Et là aussi, c'est étonnant de voir que personne n'en parle ou ne semble le prendre en question. Aujourd'hui, on a donc presque 30 candidats à l'élection présidentielle et il n'y en a pas un qui se préoccupe de ce dont on vient de parler. C'est quand même assez stupéfiant. L'élection n'est pas pour demain non plus. Oui, mais en France, les citoyens votent avec la situation économique un peu de l'année d'avant. Donc, j'allais dire, même si ça s'améliorait, et je ne pense pas qu'il y aura d'amélioration d'ici l'élection présidentielle, sur le fond, il y aura des choses qui vont se débloquer, mais pour avoir les effets sur la situation économique, ça sera post-élection présidentielle. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que sur un pays qui était déjà très affaibli, sur le plan démographique, sur le plan économique, sur le plan financier. Ce choc énergétique arrive. Ce choc, c'est un peu le coup de grâce. Et c'est aussi d'une certaine manière, si vous voulez, ça pousse aux extrêmes deux choses. Le déni de la classe politique française qui s'est installée dans un monde qui n'a plus aucun rapport avec le réel. Et de l'autre côté, ça montre bien que le modèle, il est insoutenable parce que ça va... Comme on transfère 1,5 à 2% du PIB aux producteurs d'hydrocarbures, ça va encore affaiblir la structure productive. Et sur les finances publiques,
la charge de la dette va augmenter, mais il y a un ciseau qui est un ciseau terrible, c'est que comme on a indexé la quasi-totalité des 900 milliards de dépenses sociales, eh bien, elles sont indexées, donc elles vont augmenter de plus de 3%. Mécaniquement. On augmente aussi le SMIC de 2,4%, mais les salaires pour l'essentiel de la population, comme on a des négociations annuelles, l'augmentation moyenne, c'était autour de 1%, ce qui a été négocié par les entreprises et les syndicats à la fin de 2025. Donc, on est en train de continuer à paupériser toute la partie de la population qui essaye de travailler et à alimenter une machine folle. Alors en plus, on a choisi de suspendre la réforme des retraites cette année, ce qui tombe à pic. Et donc, le ciseau sur les... Et donc, grosso modo, le choc pétrolier, là, ce que ça a mis dans les tuyaux, déjà, c'est un point, si on ne fait rien, il y a un point de déficit public en plus. Donc, on est autour de 6. Alors, ensuite, on verra ce que fait ou non la politique économique et quelle réaction, mais aujourd'hui, on est autour de 6. Et donc, vous voyez le côté anxiogène, c'est-à-dire que les gens vont voter avec un pays qui est en croissance zéro, inflation supérieure à 3, chômage qui remonte vers 9 et ensuite vers 10, 6 points de déficit, entre 5 et 6 points de déficit public, et une dette donc qui va passer... On ne vote pas dans les meilleures conditions, c'est ça? On vote dans un moment qui était déjà un moment très très dur sur le plan économique et sur le plan géopolitique, avec une remontée très forte des tensions, et de fait dans un environnement qui maintenant enfin, c'est plus seulement... C'est une prime à qui? C'est évidemment une prime pour les partis extrémistes. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que d'abord, le discours populiste, c'est vrai que dans un pays qui va aussi mal, le discours populiste embraye assez naturellement sur ces pathologies, et surtout parce que les populistes en France, n'ayant pour l'instant jamais été au pouvoir, contrairement à ce qui s'est passé aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Italie ou en Hongrie, vont être dans la meilleure situation pour eux pour arriver au pouvoir, c'est-à-dire le discours qui est tout va mal, on vous l'avait bien dit, et d'ailleurs avec donc des solutions mensongères, mais ça va aller beaucoup mieux avec nous. Et comme ils n'ont jamais exercé le pouvoir, il y a la tentation pour les citoyens de se dire, après tout, c'est vrai, ça ne peut pas aller beaucoup plus mal, et les seuls qui n'ont jamais exercé, on n'a jamais essayé ça, ce sont ceux-là. Donc, il y a une autre voie possible. Et bien sûr, il y a une autre voie possible. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde la France... Parce que quand on vous écoute, désintégration, paupérisation, oui. On est d'accord sur le constat, mais on a envie de se Mais ce qui est intéressant, c'est que, d'une certaine manière, ça fait très longtemps que les populistes devraient être au pouvoir en France. C'est la France, compte tenu de son déclin depuis quasiment un demi-siècle, c'est la France qui aurait dû être le premier pays touché. Or, la France résiste. Et on l'a encore vu. En 2024, normalement... après le premier tour, le RN, mécaniquement, doit arriver au pouvoir. Or, ça n'a pas été le cas. Donc, il y a une résistance du corps social et politique français. Ce qu'il faut, c'est que les Français sont prêts à explorer la petite chance de faire autrement. Donc, les deux grandes questions qui vont se poser aux citoyens en 2027, c'est premièrement, est-ce qu'on fait les réformes par nous-mêmes ? Ou est-ce que ces réformes sont imposées? Et là, il va falloir regarder ce qui se passe au Royaume-Uni, parce que Keir Starmer est en sursis. S'il y a un vrai virage à gauche derrière, je pense que le Royaume-Uni va se retrouver en crise financière, comme ça a été le cas avec Liz Truss. Et c'est un peu la même chose, si vous voulez, en France, on peut très bien avoir des populistes qui arrivent au pouvoir et qui font des choses déraisonnables et des marchés qui sanctionnent très vite. Et la deuxième question, effectivement, c'est est-ce qu'on traite enfin nos problèmes dans un cadre républicain, ou est-ce que, parce qu'on est incapable de le faire depuis des décennies, on cède à la tentation autoritaire? Mais il n'y a rien de fatal, et ce qui est monstrueux, c'est d'arriver dans une situation pareille avec les atouts dont dispose ce pays. Et si on acceptait de cesser de casser tout ce qui pourrait nous sauver et d'encenser
et de conserver tout ce qui nous perd, eh bien, en fait, c'est un peu comme en 58. En 58, De Gaulle a désendetté le pays qui avait des problèmes d'inflation, de dette, etc. En 3 ans, il a remboursé toute la dette extérieure. Donc, si on acceptait de se remettre en question, de reprendre pied, si la politique française reprenait pied avec le réel, on peut sortir ce pays, en tout cas le relancer, en quelques années, et faire ce qu'ont fait d'ailleurs nos voisins, qui se sont désendettés, y compris les voisins du Sud. Quand on regarde la Grèce, elle est passée de 210 à 150% d'endettement par rapport au PIB en 10 ans. Mais les Grecs sont allés jusqu'au point où ça a été un choc d'une violence épouvantable et le pouvoir d'achat n'a toujours pas récupéré. Il faut absolument qu'on évite d'en arriver là. Mais ça veut dire qu'il faut vraiment se bouger. Et la dernière chose, donc, ça suppose 2 choses, que pour la fameuse trentaine de candidats à l'élection présidentielle, ils acceptent enfin de parler du fond, et pas seulement d'être dans les postures, et que les citoyens eux-mêmes, parce qu'en réalité, la politique est aussi le reflet des attentes des citoyens, que les citoyens manifestent leur volonté, que ceux qui prétendent les diriger se donnent la peine de construire des projets crédibles, d'expliquer ce qu'ils vont faire, comment, c'est-à-dire comment on rassemble, et puis et avec qui. Or, ces 3 questions, pour l'instant, personne ne les traite. Pour l'instant. Espérons que ça va changer. Merci en tout cas. Entretien avec vous. Merci infiniment. L'économiste et historien Nicolas Bavrez, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, à bientôt. Merci beaucoup.